de la Corsica, au départ, étaient des enjeux qui avaient comme préoccupation la possibilité, enfin, de vivre de son travail, de vivre de sa production. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait quelques artisans en Corse. Quand je dis des artisans, je voulais dire non pas l'artisanat traditionnel de production ou de service, qui était d'ailleurs dans un état presque d'hibernation, comme la société d'ailleurs, mais plutôt cette nouvelle génération de ce qu'on appelait à l'époque l'artisanat d'art, qui était peu nombreux, assez isolés les uns des autres, et qui ne représentaient pas un pouvoir d'attraction suffisant pour pouvoir traîner, après tout, ce qu'il faut bien appeler une clientèle, contre lequel on échange des moyens de vivre. On s'est aperçu qu'en se mettant à plusieurs, c'est-à-dire qu'un potier, un tisserand, un graveur, un ébéniste, tout ça, ça faisait un ensemble de propositions qui pouvaient être réunies dans un lieu, et ce lieu était plus attractif que l'atelier de tel ou tel artisan, qui était souvent d'ailleurs fort éloigné dans un village. Et c'est autour de la création de la Casa degli Artigiani, la maison des artisans à Ajaccio, qu'en 1964 s'est créé cet esprit coopératif et qu'on a intitulé Corsicada. Et Corsicada, c'est l'acronyme de Coopérative pour l'organisation, le regroupement, la sélection et l'indépendance commerciale des artisans d'art. Ce n'est pas un néologisme, c'est un acronyme. Alors, pour ceux qui utilisaient des matériaux locaux, Art Nature, ils sont à disposition autour de nous. Mais je prends le cas par exemple des potiers. Les potiers ne trouvaient pas de terre préparée pour pouvoir être transformée par le tournage et la cuisson sur place en Corse. Ils étaient obligés de s'approvisionner à l'extérieur. Par contre, par exemple, il y avait un ébéniste parmi les fondateurs de la Corsicade, lui trouvait du lariche, du châtaignier, castagne, et ça, il le trouvait. Il y avait encore des scieries qui faisaient ça. Moi, par exemple, qui faisais de la sculpture sur bois, qui fait encore de la sculpture sur bois, eh bien, je coupais, en fait, moi-même, un sorbier, je le laissais sécher, où je trouvais des bois secs. Donc, pour certains matériaux, la question était réglée directement par l'artisan. Pour d'autres, c'était insoluble, il fallait faire venir le matériau de là où on le produisait. Il y a deux manières de définir l'économie identitaire. La première est par la négation, c'est-à-dire, on peut dire l'économie identitaire n'est pas que l'économie de la padielle et du Vegatello. Ah, mais si elle n'est pas que ça, elle est quoi? Ben, en vérité, elle est ça aussi, mais elle est surtout, dans une perspective de développement, elle est une manière d'aborder l'économie en lui donnant la forme d'un trépied, c'est-à-dire en lui ajoutant deux pieds. L'économie produit de la richesse. Cette richesse, si elle n'est pas partagée, elle cause plutôt un trouble à la société qu'autre chose, qu'on fait par exemple actuellement les Gilets jaunes. Donc il faut que cette économie produise de la justice sociale. Mais la richesse et la justice sociale ne suffisent pas. Il faut aussi que la vie ait un sens. Il faut donc que cette économie produise du sens. Et ça, c'est en général le domaine des activités artistiques et culturelles. C'est pour ça que le domaine de l'économie, production de richesse, le domaine social, production de justice et de bonne répartition, et puis la production de sens, quand vous conjuguez les trois, alors à ce moment-là, vous avez un trépied sociétal
qui vaut que la vie vaille la peine d'être vécue. C'est ça l'économie identitaire.